Et puis, nous accueillons Vinciane Pirenne-Delforge. Bonjour. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes une spécialiste de la Grèce antique. Et on vous doit des ouvrages qui font référence, comme par exemple le Polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote aux éditions des Belles Lettres. Et alors, Vinciane Pirenne, nous voulons savoir ce qu'était la réalité des Jeux Olympiques dans l'Antiquité. Qu'en était-il véritablement, puisque le néophyte sait qu'un certain nombre de termes viennent de là, le marathon, un certain nombre d'autres épreuves. Vous qui êtes spécialiste du monde antique, quelle était la place des jeux du sport dans ce monde-là? Je vais peut-être commencer par une petite provocation. Dans ce monde-là, dans ce registre-là, il n'y avait ni jeu ni sport. C'est-à-dire que les termes, évidemment, que nous utilisons aujourd'hui ne sont que très mal adaptés à saisir les données de l'Antiquité elle-même. Il est clair que la notion de jeu dans l'Antiquité, eh bien, mobilise un registre sémantique qui est celui de l'enfance. Dès qu'on parle de ce que nous appelons l'olympisme, ce sont d'autres termes qui sont mobilisés, c'est-à-dire l'athlon. Et là, pour le coup, c'est l'athlétisme qui en découle. Donc, c'est le concours, c'est le prix du concours. Et aussi tout le registre de l'émulation. L'agone, tout ce qui est agonistique, on est vraiment dans le registre du concours et de l'idée de victoire. C'est-à-dire que notre idée qu'il suffirait de participer est une totale méprise par rapport à la vision que les anciens avaient des concours. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, nous ne devons jamais oublier, quand on parle de l'Antiquité, que les concours olympiques avaient lieu dans un cadre ritualisé, dans un cadre religieux. On ne peut pas dissocier la pratique que nous appelons sportive à cette échelle-là de la ritualité. Mais alors, justement, quelle place avaient ces jeux dans le polythéisme grec? Ah oui, écoutez, une place très importante. On peut dire que quand on fondait un culte dans l'Antiquité, un culte avec un tant soit peu d'envergure, il y avait trois choses qui étaient mobilisées. C'était le sacrifice. Le sacrifice pour les dieux, c'est essentiel. Le concours, qui faisait intégralement partie de l'offrande aux dieux. Il ne faut pas oublier cela non plus. Concourir dans un sanctuaire, c'est faire une offrande aux dieux. Et puis une foire, parce qu'il y a aussi tout l'aspect que nous qualifierions de profane, où il fallait bien manger, boire pendant cette célébration. Donc, la place, elle est religieuse. Patrick Boucheron. En fait, aujourd'hui, quand on parle des Jeux Olympiques en rapport avec cette antiquité rêvée, on fait des métaphores, les dieux du stade, les héros. Mais dans l'antiquité grecque, cette héroïsation, elle était véritable, elle était réelle, concrète. Elle pouvait avoir lieu, mais peut-être moins souvent qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, dans certains cas, une exaltation de la figure du vainqueur quand il rentre dans sa cité. Parce qu'aujourd'hui, on représente son pays aux Jeux Olympiques. Dans l'Antiquité, on portait la réputation de sa cité, mais sa réputation propre et la réputation de sa cité. Et donc, dans les grands concours, le prix de la victoire, c'était une couronne, donc c'était très peu matériel, mais la dimension symbolique était extrêmement importante. Au retour de la cité, on avait toute une série de privilèges possibles, dont une forme parfois de divinisation, mais assez rare au total. Ce qui est intéressant aussi, peut-être, c'est l'histoire des systèmes de valeurs qui mettent les différentes épreuves qu'on dit sportives aujourd'hui dans effectivement une échelle de reconnaissance. Alors aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des disciplines nouvelles dans les Jeux Olympiques, d'autres qui sont plus anciennes, d'autres qui n'ont pas la même aura dans les Jeux Olympiques que dans la société mondialisée, comme le football. Mais dans l'Antiquité, c'est intéressant aussi de voir les rapports entre, par exemple, la course et la lutte. Enfin, comment ça s'organise. En fait, il y a beaucoup moins, évidemment, de disciplines dans l'Antiquité qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Par exemple, ce qui est très intéressant aussi de constater, c'est qu'il n'y a pas de sport d'équipe. C'est toujours l'individu face à un adversaire ou à une compétition. Donc il n'y a pas de sport d'équipe. Qui participait? Qui participait? Écoutez, là, la chronologie a de l'importance. C'est-à-dire que quand on regarde aux périodes archaïques et classiques, donc grosso modo entre le 7e et le 5e avant notre ère, ce sont les élites
Ce sont des membres de l'élite qui participent au concours, l'élite des cités, tout simplement parce que pour participer à ce genre de concours, il faut du bien. Il faut pouvoir s'entraîner, on ne peut pas aller travailler au champ et puis aller à la palestre. Donc, il y a effectivement une distinction entre on dirait aujourd'hui les classes sociales dans la participation à ce type de concours. Et le rapport au corps, quel était-il? Puisque on se représente là aussi les jeux dans l'Antiquité avec un rapport au corps peut-être plus moderne qu'il n'a été plus tard, quelques siècles plus tard. Vinciane Pirenne, on a tort? Il est clair que le rapport au corps, on a un peu le sentiment que c'est un héritage grec, dans la mesure où toute la sculpture de l'époque archaïque exalte le corps humain dans ses proportions les plus remarquables. Et cette exaltation du corps, elle va jusqu'à donner aux dieux la forme des humains. Donc on voit bien qu'il y a un rapport effectivement à cette harmonie, encore un mot grec, cette harmonie des proportions qui est terriblement grecque, mais qui n'est finalement pas nécessairement mise en regard de la participation au concours eux-mêmes. Donc il n'y a pas cette exaltation du corps sportif, si je puis dire, en utilisant un terme anachronique, dans la représentation que l'on peut se faire des concours grecs. Il faut nuancer cela. Oui, c'est ce rapport entre les concours anciens et les concours modernes dans l'esthétique même du corps qui nous a donné envie, avec Emmanuel Laurentin qui va co-animer toutes les manifestations, toutes les rencontres à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, ce soir 19h30. Je crois que la vôtre, c'est le 23 mai, c'est ça? Et ça sera en rapport avec une exposition au Louvre sur l'olympisme. Tout à fait. En fait, quand l'idée de ce cycle a émergé, j'ai proposé de dialoguer avec une collègue grecque qui est co-commissaire d'une exposition qui va avoir lieu au Louvre dans quelques semaines sur l'olympisme comme invention moderne. Et ce sera, je pense, une exposition tout à fait originale qui montre finalement comment les concepteurs des jeux modernes ont puisé à une forme d'héritage grec, mais terriblement fantasmé, tout en le fondant sur des objets archéologiques effectivement attestés. Donc vous avez toute la question du philhellénisme un peu romantique, qui remonte à la création de l'État grec, et puis un philhellénisme archéologique qui est en train de se déployer dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui va nourrir l'imaginaire des créateurs de ces jeux. Et alors, quelle place pour les femmes à l'époque? À la place des femmes, évidemment, elle est extrêmement limitée dans la mesure où, et je parle ici des concours olympiques, c'est-à-dire ceux qui se passent à Olympie, hein, ce n'est pas... comment dirais-je, des concours qui se passent partout. Il y a des concours partout en Grèce, mais les concours olympiques, ils n'ont lieu qu'à Olympie, il ne faut jamais l'oublier. Alors les femmes mariées ne peuvent assister aux épreuves. Les jeunes filles, bien, semble-t-il. Les femmes mariées ne peuvent pas participer, mais il y a quand même quelques exceptions dans la mesure où, dans le programme des concours olympiques, il y a aussi des courses de chars qui étaient très valorisées. Des courses de chars. Et dans ce cas-là, c'est le propriétaire des chevaux qui reçoit la couronne. Et dans ce cas-là, parfois, c'est rare, mais ça arrive, des femmes pouvaient être mises en avant puisqu'elles possédaient les chevaux. Mais ça, bon, c'est l'exception plutôt que la règle. Mais alors, justement, je me demandais, Patrick Boucheron, vous qui avez travaillé sur la fresque du bon gouvernement, donc qui est dans le Palazzo Pubblico à Sienne, et si on sort du Palazzo Pubblico, il y a cette arène où il y avait des courses de chevaux. Alors, dans ce contexte-là, donc ce palio qui date du 13e. Oui, 13e, oui, 12e, 13e, et qui ensuite s'arrête et est réinventé. C'est comme les Jeux Olympiques dans un contexte qui est celui du fascisme. Hein. Donc c'est toujours assez intéressant parce qu'on voit... Justement, si vous deviez comparer les stades dont Vinciane Pirenne analyse l'importance et ce palio, cette place sur un lieu particulièrement important pour la conception donc de la cité, cette fois-ci italienne, là en l'occurrence Sienne. On y retrouverait la compétition,
on y retrouverait la dimension agonistique dont Vinciane Pirenne parlait. Évidemment, les cités italiennes de l'Italie communale se rêvent comme des républiques gréco-romaines continuées. Ah, donc c'est déjà une place du philhellénisme. En tout cas, ils ont l'idée qu'avec ces grandes courses de chevaux, ils réalisent deux choses, qui sont d'ailleurs les deux choses que l'olympisme moderne tente aussi de concilier, c'est-à-dire une forme de trêve. La question de savoir si la trêve olympique a jamais existé est une question qui agite les historiennes et les historiens. Enfin, en tout cas, une pause dans la conflictualité ou sa ritualisation, c'est-à-dire le fait qu'on va se battre les uns contre les autres. En l'occurrence ici, c'est quartier contre quartier, contrade et contre contrade, mais dans une forme qui est réglée, mais très violente. D'ailleurs, le palio, c'est aussi un moment de masculinité exacerbée. Aujourd'hui encore, ça frappe par sa brutalité. Donc c'est la dimension agonistique qui prime sur le reste? Oui, et puis il y a aussi cette histoire du corps. Le corps dans tous ses états, on voit très bien que le corps grec, son esthétique, sa valorisation, aujourd'hui, et je pense que c'est ce que vous allez montrer en rapport avec cette exposition du Louvre, on la voit aussi au filtre de ses réinterprétations, d'ailleurs, plus ou moins bienveillantes. Et la place justement dans ces représentations du corps, de l'homoérotisme qui aujourd'hui nous frappe, mais c'est peut-être une lecture anachronique des choses, Vinciane Pirenne? Non, ce n'est pas du tout une lecture anachronique. Il y a effectivement une dimension pédagogique dans l'homoérotisme qui est très grec. Ce qui, en revanche, me gêne toujours, c'est de voir la récupération de la Grèce antique pour justifier des pratiques modernes. Ça, c'est évidemment un autre problème, parce qu'il faut remettre tout ça en contexte. Et il est clair que l'homoérotisme antique a une dimension de rite de passage, d'éducation, qui est contextuellement attestée, mais que l'on ne peut pas projeter sans précaution sur certaines justifications de notre temps. Le rituel qui nous semble tout à fait aimable du transport de la flamme d'Olympie à la cité, en tout cas de la Grèce, à la ville qui organise les Jeux Olympiques. La première fois qu'il a été mis en œuvre, c'est à Berlin en 1936. C'est pour les Jeux nazis qui, justement, avaient un rapport, et pas seulement esthétique, de réappropriation de ces valeurs de l'Antiquité grecque. Et vraiment, la flamme, la tradition de la flamme olympique est une pure recréation moderne. Le seul fondement que l'on pourrait trouver dans l'Antiquité, et il appuie ce que je disais tout à l'heure, on a un texte d'un auteur du IIe siècle de notre ère qui fantasme lui aussi l'épreuve de la course, parce que dans les concours olympiques antiques, l'épreuve de la course était déjà l'épreuve reine, l'épreuve du stade, et il raconte que le vainqueur avait le droit d'allumer les parts sacrées qui étaient déposées sur l'autel de Zeus. Donc vous voyez que la trace de ce rapport à la flamme, il est ritualisé, il est religieux, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons la flamme olympique. Et alors, Patrick Boucheron, quand Vinciane Pirenne parlait de questions de mots, avec évidemment un lexique qui a évolué, je pensais au livre classique de Johann Huizinga, Homo Ludens, avec la phrase célèbre d'introduction, le jeu est plus ancien que la culture. Comment distingue-t-on justement le jeu et la culture, le jeu et le sport ? On peut considérer qu'il y a sinon des invariants, du moins des régularités en histoire, et qu'il n'est pas totalement interdit de rétroprojeter des anachronismes contrôlés comme sport. D'ailleurs, le sport, c'est quand même une invention. Mais Paul Veyne pouvait jouer avec cette idée, les jeux du stade, du cirque, les gladiateurs, est-ce que ce sont des sportifs? Oui, non. Il y a quand même beaucoup de choses en commun, et notamment la question de la célébrité. Ça, on y revient. C'est une des questions qu'on va poser au Collège de France avec Antoine Lilti, ce rapport quand même entre la gloire, la célébrité, la notoriété, la valeur
en fait, d'une épreuve, c'est quelque chose qu'on peut faire en longue durée, je pense. Mais alors justement, parce que Vinciane Pirenne, le sport, on voit bien ce que c'est le jeu. Justement, si on suit Huizinga, on s'aperçoit que c'est une forme culturelle importante et une forme plus difficile à cerner. On parle de Jeux olympiques. La notion de jeu, est-ce qu'elle avait un sens euh, durant l'Antiquité? Je veux dire, est-ce qu'elle correspondait à une sphère d'activité pour tous, pour une partie des hommes? Quelle signification pouvait-elle avoir? Eh bien, justement, j'ai une collègue qui a lancé un grand projet européen qui s'appelle Locus Ludi sur cette question du jeu dans l'Antiquité. Et elle montre finalement le caractère très répandu de toute une série de jeux, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Mais les concours, je suis un peu obsessionnelle, vous m'en excuserez, les concours ne relèvent pas de cette même représentation Ah oui, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. plus sérieux, je ne sais pas, parce que le jeu peut être quelque chose d'extrêmement sérieux. Mais ce n'est pas ce registre-là qui est mobilisé. Et il n'y a rien à faire. Comme nous regardons une culture que nous ne pouvons plus observer comme un anthropologue le ferait de son terrain, c'est quand même dans le vocabulaire et dans l'expression de la langue que l'on peut essayer de retrouver les structures mentales. Et là, on voit bien que ce sont des registres sémantiques qui sont vraiment distincts. Donc, nous devons en prendre acte et en tirer toutes les conséquences. Mais alors pourquoi? Parce que rester sur votre obsession, ça veut dire que le concours avait une dimension métaphysique qu'on ne retrouve pas dans le jeu? Métaphysique, c'est trop dire. Je pense. Pourquoi? Parce que vous ne parleriez pas de métaphysique pour le polythéisme grec? euh, Non, je ne parle pas de métaphysique pour le polythéisme grec, parce que le polythéisme grec est un ensemble extrêmement immanent. C'est-à-dire que dans la vision que les Grecs ont de leur Dieu, ils sont là. Et quand on parle de métaphysique, on se projette dans un ailleurs qui peut, dans une certaine mesure, dans certains cas, correspondre au rapport avec les dieux, mais pas dans la majorité des démarches que j'étudie. On est dans un cadre où les puissances divines sont ressenties comme étant présentes, actives dans l'être humain, dans son environnement. Et donc, je ne suis pas très favorable à ce méta qui les projette dans un ailleurs, qui me semble un peu inadéquat. Et alors, dans l'Italie du XIIIe siècle, puisque là, on est dans une étape antérieure à la sécularisation, le statut du jeu et du sport, Patrick? Il est encore une fois, je crois, lié au rapport politique qu'on peut avoir à la cité, les citoyens et la cité, et les cités entre elles. Et donc, il y a là encore une fausse familiarité. Je pense qu'on doit mettre à distance, qu'on doit dépayser avec ce qui nous paraît, au fond, assez banalement contemporain. Bah oui, il joue à la balle, bah oui, la soule, c'est l'ancêtre du football. Mais justement, un de nos... notre idée dans cette opération commune à France Culture et au Collège de France, les Jeux au Collège de France, c'est effectivement de mettre en regard des réalités qui sont anciennes, qu'on peut effectivement, avec nos outils d'historiennes et d'historiens, analyser, et puis aussi cette concrétude des expériences, parce que effectivement, cette société nous est très éloignée, Vinciane, mais là, aujourd'hui, les Jeux de 2024, c'est maintenant. Et les athlètes, on peut aussi, et on va les associer. Par exemple, on dit le corps dans tous ses états, mais il y aura, juste avant la vôtre, donc ça doit être le 2 mai, un moment où, sur la biologie de la performance, il y aura des biologistes, mais il y aura aussi des athlètes olympiques et paralympiques, parce qu'il faut aussi dire que ce sont les Jeux olympiques et paralympiques, et celles et ceux qui savent vraiment ce que c'est qu'un exploit, ce que c'est qu'une performance, ce que ça fait au corps, ce sont les athlètes. Et donc, parler d'handisport, c'est important aussi pour nous. C'est une manière de dire, voilà, on n'est pas des purs esprits, c'est pas métaphysique, justement, et on va parler avec les gens qui savent parce qu'ils le ressentent. Bon. Je vais poser une question, je vais dire un gros mot. Est-ce que les athlètes antiques se dopaient, Vinciane Pirenne?
Alors, il y a évidemment, je dirais que la Les fraude. modernes ne se dopent pas, hein, mais Écoutez, je ne Pas me du tout. prononcerai pas sur cette question. Je dirais que la fraude et la tricherie sont sans doute aussi anciens que que les que les jeux et la compétitions. culture. Voilà. Alors, bon, évidemment, le dopage est une notion moderne et je pense qu'il n'y avait pas de substance illicite que l'on pouvait prendre dans l'Antiquité, mais des fraudes, il y en avait, c'est-à-dire le fait d'obtenir la victoire d'une manière détournée. Et alors, ce qui est intéressant, là encore, excusez-moi, ce sont toujours mes obsessions, c'est que quand il y avait ce genre de problème, l'amende à laquelle était soumise l'athlète qui avait fauté, eh bien, servait à fondre, enfin, à créer une statue de Zeus lui-même, qui était quand même le dieu qui couronnait l'ensemble des concours. On élevait les statues des fraudeurs à l'entrée du stade, comme ça tous ceux qui allaient concourir voyaient ce qui les attendait si jamais ils contrevenaient à leur serment, parce qu'il y avait un serment préliminaire. Patrick Boucheron. Oui, c'est intéressant aussi de rappeler combien, justement, en histoire, il y a des continuités et il y a aussi des étrangetés. Et le rapport entre les jeux anciens et les jeux modernes, c'est un rapport d'héritage, mais c'est aussi un rapport de totale réinvention. Et Pierre de Coubertin se fait une idée de l'olympisme, de la trêve, de l'exploit, de l'athlète qui doit être, si elle veut, doit être historicisée, c'est par rapport à l'internationalisme et aussi d'ailleurs au colonialisme, parce que c'est un dur, hein, Pierre de Coubertin. Hein, bon, Oui, voilà. j'ai cru comprendre que sur le plan idéologique, Pierre de Coubertin a eu quelques dérives. Oui, en particulier raciste. Et évidemment qu'il y a cette question-là. Bien sûr qu'il y a cette question-là. Quand on parle des jeux modernes, on faisait allusion au dieu du stade. Bah, c'est quand même un film de Leni Riefenstahl. Et aujourd'hui, cette question-là, l'héritage même des Jeux de Berlin, quant à la politisation de ces grandes manifestations publiques, la question du boycott, elle s'était posée en 1936, elle s'était posée même avant, en 1924, pour les premiers Jeux olympiques, enfin pour l'Allemagne en tout cas. Jesse Owens, on s'en souvient, en 1936, le point levé des Black Powers à Mexico en 1968. Enfin, de toute façon, on peut parler de trêve olympique, on peut parler de paix, mais c'est une histoire qui est de bout en bout une histoire politique, celle des Jeux olympiques du XXe et XXIe siècle. Et la trêve est là aussi, hein, la trêve antique, parce qu'on se fonde sur l'Antiquité pour revendiquer cela. C'était juste le fait de ne pas attaquer les pèlerins qui allaient à Olympie ou les athlètes qui étaient en déplacement, et le fait de ne pas attaquer la région où s'organisaient les Jeux. Mais cette espèce de vision irénique d'une trêve panhellénique, c'est une totale illusion. Les cités n'étaient pas en paix Mais bien entre sûr elles. que non. Oui. Bien sûr que non. Patrick Boucheron, on vous doit Quand l'histoire fait date et Le temps qui reste aux éditions du Seuil, Vinciane Pirenne, Le polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote et le polythéisme grec comme objet d'histoire, c'est aux éditions Collège de France. Fayard, et donc on retrouve ce cycle de conférences auquel France Culture est associé sur les deux sites, ceux du Collège de France et ceux bien sûr de France Culture.